Pour celles et ceux qui, par amour de la paix, souffrent de toute violence ou injustice commise envers l'humanité et la vie sur Terre, enfin se dessine clairement la perspective universelle du second acte des Lumières via la découverte des deux conditions objectives et solutions pratiques, garantissant la justice et la paix en société, la vraie démocratie en république et l'équilibrage définitif du binôme liberté-égalité, pour établir et maintenir par la raison le bon sens historique de notre commune humanisation. Car du sauvetage de notre écosystème interne ou civilisationnel dépend urgemment celui de la planète entière. Une contribution citoyenne, aussi nécessaire que monumentale, en libre accès pour consultation et téléchargement gratuit, dans son unique version numérique et intégrale en français, sur le site https://bernardgarde-lestempérants.com. Les Tempérants. Livre 1. Réflexion citoyenne pour la paix. Faire comprendre à la raison ce que le cœur sait déjà. Copyright 2024 par Bernard Garde. Tout droit réservé. À vous-même et pour nous tous. Depuis la préhistoire de nos ancêtres les plus lointains, un tempérant s'impatiente en chacun de nous. Introduction en auto-préface. Bienvenue à vous, chères lectrices ou chers lecteurs. En contraste absolu avec la suite des réflexions dont vous entamez ici la prometteuse lecture et dont l'universalisme exclura autant que possible l'auteur, ce dernier doit pourtant commencer par se présenter, et je me trouve donc obligé d'utiliser ce pronom limitatif en tant que responsable des pages qui suivent, pour vous adresser cette indispensable introduction. L'ouvrage que vous vous apprêtez à lire est assez particulier en son genre, car au-delà d'une révolte assumée face aux violences et aux surdominations caractérisant les pseudo-démocraties ultralibérales et autres variantes dictatoriales observables de par le monde, il s'agit d'une somme de réflexions dont l'unique but est de faire progresser la cause de la justice et de la paix par la logique d'un raisonnement dépassionné, en explorant les rapports entre l'individu et la société de façon aussi neutre et universaliste que possible, suite à une intuition donnant accès à une approche totalement inédite de ce double enjeu. En tant qu'auteur d'édites réflexions, j'ai été le premier surpris d'écrire les chapitres qui suivent, avec l'étrange sensation d'être souvent guidé par le fil directeur d'une inextricable pelote, se dénouant sous mes yeux incrédules, allant d'étonnement en émotion, au gré de découvertes dont la chronologie et la cohérence progressive se sont imposées bien malgré moi pendant les 4 années d'un accouchement intellectuel tout aussi déroutant que passionnant, au point d'avoir eu parfois l'impression de transcrire un message historique sous dictée. Si de temps à autre le ton de certaines affirmations peut sembler péremptoire, ou même prétentieux, le besoin périodique de commenter chaque étape cruciale, il ne faut voir en cela que l'enthousiasme d'un premier spectateur conquis par quelque chose d'extérieur à lui-même, tant l'étrange cheminement impliqué par la dite intuition a bouleversé mes propres vues ou idées de départ, en inspirant nombre d'insoupçonnables conséquences théoriques et pratiques quant au sujet de l'étude, comme si le propos prévu m'avait en grande partie résolument échappé pour mieux s'imposer au terme de cette recherche, avec la force d'une évidence logique au point d'en devenir géométrique. L'origine de cette entreprise épistolaire réside forcément dans la coïncidence entre le petit parcours du français, sociologiquement moyen que je suis, et l'évolution de l'histoire collective propre à son pays natal, sur les quelques 70 années de vie du retraité qui vous écrit ces lignes. Par la loterie de la naissance et de l'éducation, je me trouve être physiologiquement un homme, de type européen, culturellement parlant, chrétien catholique non pratiquant, et surtout imprégné d'un humanisme républicain compatible avec une foi personnelle, de nature universelle, en un mystère très largement supra-religieux dépassant le propos de ces réflexions, ce qui ne m'empêche aucunement de chercher à m'exprimer en tant qu'être humain ou citoyen du monde, s'agissant précisément d'une exploration d'intérêt planétaire visant à promouvoir la justice et la paix par la compréhension enfin objectivée de la cause fondamentale de toute violence, quelle que soit la forme historique que cette dernière puisse revêtir. Pour finir de me présenter à vous, force est ici de reconnaître que j'ai été favorisé à bien des égards par ladite loterie, en naissant au sein d'une famille équilibrée, sans souci matériel vital, ni culture de quelque ambitieuse réussite que ce soit,
grâce à un père ingénieur métallurgiste et une mère totalement dévouée à ses 5 enfants. La même chance m'a pourvu d'un tempérament déjà tempérant, d'une nature pacifique, optimiste et même paresseusement contemplative, encouragée par le fait d'être le dernier-né d'une fratrie étalée sur 13 années de différence d'âge, car les caractères affirmés de mes aînés accaparaient les autorités parentales, en me laissant tout le loisir d'observer les conflits et débats inhérents à la vie familiale, de façon spontanément distanciée, favorisant ainsi chez moi un goût certain pour l'humour philosophique. Quant à la créativité et à l'imagination qui vont si bien avec la nonchalance, elles furent assurément encouragées par un handicap, tout relatif pourtant, de gaucher contrarié, me faisant très tôt préférer le rêve à une lecture assez fastidieuse, tout comme le dessin à une écriture manuscrite trop souvent illisible pour son propre auteur. Ajoutez à cela la détestation du même gaucher pour les contraintes matérielles, voire toute forme de bricolage utile, ainsi qu'une allergie précoce aux mathématiques et aux chiffres, sans doute consécutive à la contrariété de cette préférence latérale, si ce n'est en réaction contre un environnement familial trop scientifique. Le tout, heureusement compensé par quelques dispositions imméritées en ce qui concerne les langues, la musique, voire le dessin, la sculpture ou le modelage, et vous voilà au fait de l'auteur de ces pages, lequel, en tant que citoyen adulte, peut se définir socialement comme un électron libre, naviguant à vue au beau milieu de l'onde anonyme des Français moyens, sans aucune appartenance groupusculaire autre que musicale, ni la moindre velléité de sortir de ce statut commun et privé, y compris en qualité d'auteur de ce quadruple ouvrage. Enfin, s'agissant par ailleurs d'éducation primaire, secondaire et universitaire, le moins que l'on puisse avouer ici est que je fus un élève, collégien, lycéen, puis étudiant pour le moins économe de ses efforts, mais favorisé par une mémoire visuelle et auditive appréciable, ce qui me permit à terme de faire en parallèle des études supérieures mixant l'anglais et les sciences économiques, en passant par l'architecture urbanistique, aux universités de Saint-Étienne-Jean Monnet, de Lyon II et d'Aston Birmingham, UK. Suite à quoi ma carrière entière fut celle d'un enseignant-formateur indépendant en anglais, quasi exclusivement auprès d'adultes et d'étudiants post-bac, en particulier via la création et la direction d'un institut de formation, alors localement connu, pour avoir diffusé une méthode d'auto-apprentissage de ma conception. Tandis que la chance rare de travailler en couple, dès que possible, a transformé ce dur labeur en pur bonheur. Il est certain que ces études, et surtout cette expérience de TPE, ou très petite entreprise, en plein cœur du problème éducatif de l'anglais, des contraintes sociétales de toute activité, et plus encore au contact direct d'une infinie variété d'adultes de tout âge ou catégories socio-professionnelles, n'ont pu que stimuler une observation cumulative des violences et injustices sociales, économiques, culturelles et politiques, dont l'aggravation constante, bien que souvent déguisée, a hélas caractérisé ces 40 dernières années. Or, l'intuition mentionnée plus haut, fruit prématuré d'une conscientisation sociétale éveillée par le choc historique des événements de mai et juin 1968, alors que je n'avais pas encore 15 ans, n'a fait que mûrir en se trouvant chaque fois confirmée par les multiples crises traversées depuis, trahissant le lien si étroit qui unit les comportements individuels à leur agrégation sociale ou nationale. Et la certitude qu'une forme de rationalisation des rapports humains était possible s'est ancrée à la façon d'une impérieuse nécessité, afin de réconcilier objectivement tous les citoyens, ainsi que l'individu et la société, et de mettre un terme à la violence en établissant les conditions incontestables de la justice et de la paix. Mais cela restait encore un vœu pieux, un vague idéal, une pensée informe en attente de formulation, un mode de compréhension du monde encore intransmissible, à tel point qu'une fois devenu retraité, j'avais secrètement mauvaise conscience, avec l'impression de détenir possiblement la clé d'accès à la solution d'un problème aussi vieux que l'humanité. Or encore, fallait-il savoir par où commencer, et comment s'y prendre, car le propre d'une idée novatrice est d'être un lointain but, une vision d'arrivée, suggérant en pointillé d'interrogation la recherche laborieuse du cheminement le plus direct qui lui correspond. Le déclic ne fut autre que la crise ou révolte spontanée des Gilets jaunes de novembre 2018,
Et le supercarburant qui me donna le courage de commencer à réfléchir par écrit s'est trouvé fourni en surabondance par ma propre émotion scandalisée devant la violente répression et les infâmes manipulations étatiques, politiques, policières et partisanes dont ces simples citoyens manifestants ont fait les frais, en se laissant user et déconsidérer peu à force de provocation avec l'aide objective des Black Blocs, puis indemnisés de quelques miettes ne changeant rien à leur situation si précaire, pour finir abusés par le show présidentiel d'un grand débat à non-sens unique. Sans être personnellement concerné, j'ai fait partie des 70 à 80% de Français solidaires de cette cause lors des premiers samedis de protestation. Et tout a commencé chez moi par une réaction émotive me poussant, de façon puérile, caricaturale et peu ou prou folklorique, à réécrire une version jaune de la Carmagnole, inoubliable chanson populaire de la Révolution de 1789, pour l'occasion titrée en Cro-Magnols, dont quelques exemplaires furent distribués avant une manifestation stéphanoise. Le plus curieux est que, simultanément, m'est apparu le besoin irrépressible de développer un commentaire des diverses strophes, ainsi remaniées, pour l'adresser de façon anonyme à quelqu'un de méritant, dans le sens d'apte à apprécier ses premières observations, de par son positionnement intellectuel particulièrement neutre et tempérant. Or, ce n'était là que la goutte qui avait fait déborder le vase, mais qui, comme par capillarité, se transforma peu à peu en un flot régulier de réflexion, en ce sens qu'il me fut aussitôt impossible d'arrêter d'écrire, au rythme d'un chapitre par mois, toujours adressé à mon otage épistolaire, ce qui me procura par là même une méthode et un rythme fort propices à la recherche qui s'improvisait. Il en résulte une œuvre copieuse, écrite sans retour possible, en cours de composition, sans lecture ou bibliographie particulière, ni notes, ni plan préalable, mis à part de rares gribouillis et schémas, adressée de janvier 2019 à janvier 2023 à l'involontaire destinataire, ce qui rend très difficile de classer Les Tempérants parmi les essais habituels, puisque c'est de fait en écrivant directement que j'ai pu réfléchir, et non pas après avoir réfléchi, ou même lu, que j'ai pu écrire. D'où le paradoxe d'un écrit directement basé sur l'observation, faute de lecture ou d'érudition, d'un texte dont la logique est de bout en bout, issue d'un seul et même regard mental, aux antipodes de tout patchwork d'emprunts, de références et autres positionnements réactifs par rapport à quelques publications, agrémenté de rarissimes citations, et offrant à votre curiosité une contribution intellectuelle et conceptuelle qui, bien qu'universaliste, reste constamment reliée au vécu quotidien le plus aisément observable, et dès lors compréhensible par toute personne sachant lire. L'effort de lecture sollicité en contrepartie sera d'accepter parfois de longues phrases devant être dûment circonstanciées, voire, plus rarement, la nécessaire remise en cause de certaines observations précédentes au fil de constatations qui se sont d'elles-mêmes imposées, non sans grande surprise. Le texte intégral est pourtant ici indispensable, car par ce biais, les occasionnels errements ou apparentes contradictions intermédiaires de ces pensées au long cours auront l'avantage de vous accompagner sur le même parcours réflexif, subi autant que réalisé par l'auteur, sachant dès lors que l'évolution de cette exploration confirme forcément la dernière version conceptuelle comme définitive, c'est-à-dire transcendant ou remplaçant ce qui a précédé. Il est donc essentiel, pour se faire une juste et complète opinion, de lire l'intégralité de cette recherche très inhabituelle, et en particulier de dépasser les inévitables balbutiements et faux départs intempérants du tout premier chapitre d'un auteur indigné, suivi d'un chapitre 2 en forme d'impasse, fort utile pour la suite de ses réflexions. Enfin, ultime remarque et originalité, d'aucuns pourront noter que les observations qui vont suivre offrent un raisonnement qui se passe délibérément de données statistiques détaillées, lesquelles sont accessibles à tout lecteur assoiffé de chiffres via nombre d'ouvrages spécialisés et autres publications officielles en ligne, en cas de doute. Cela est dû à la nature transhistorique et fondamentale de l'objet traité, dans une perspective de synthèse universelle dont la vision inédite vise à connecter aussi rationnellement que possible les dimensions essentielles de nos existences grégaires, afin d'en déceler les conditions d'équilibre. Certains propos secondaires par rapport à l'objet principal de ces pages s'en trouveront donc quelque peu survolés,
en tant que conséquence ultime ou contemporaine de la double violence fondamentale visée par cette recherche, tout effet n'étant révélateur que d'une cause extérieure à lui-même. Ainsi furent écrits les 4 livres des tempérants, qui invitent le lecteur à une croisière prometteuse de grandes surprises en matière de conscientisation des enjeux actuels, individuels, collectifs et mondiaux, suivi de l'escalade-construction d'une pyramide très particulière dont le principe architectural s'est imposé pour dicter le dernier livre, en tant que visualisation universelle des découvertes et inventions soumises à votre libre adhésion. Les concepts, principes et autres postulats qui vont apparaître au fil des observations, d'abord de nature intuitive et réactive, seront confrontés aux sociétés d'aujourd'hui, en particulier s'agissant du cas de la France, pour tester leur pertinence explicative et anticiper par contraste leurs conséquences à venir dans les domaines politiques, socio-économiques et culturels, sachant ici que l'aspect forcément empirique de cette ébauche vous donnera l'occasion de réagir à la surprise, tandis que votre esprit critique, plus aiguisé et sollicité que jamais, se plaira aussi à deviner la suite, malgré les louvoyages imposés par le vent contraire des obstacles à vaincre pour progresser. Ce faisant, la vision d'un nouveau monde vous apparaîtra de plus en plus nettement, pour enfin s'établir en tant que description et solution objective, car universelle, scientifique et géométrique, des tenants et aboutissants de la justice et de la paix. Ma contribution personnelle s'arrête à la transmission de ces réflexions pour favoriser l'avènement de sociétés humaines équitables, pacifiques et donc tempérantes, en espérant que cette œuvre aidera chacun à mieux comprendre le sens véritable de l'histoire collective et de chacune des vies individuelles qui la composent, en réponse positive et constructive au désarroi actuel d'une humanité impatiente de se libérer bientôt de toute forme de violence et d'injustice, tant contre elle-même qu'envers l'écosystème planétaire dont elle fait partie. Au terme de cette utile présentation des tempérants, il s'avère que le moyen le plus simple de partager ces réflexions pour la paix est aussi le plus direct et le plus généreux, sous la forme du PDF que vous avez sous les yeux, en accès libre et dès lors gratuit. Moyennant le respect intégral du texte publié sur le site https://bernardgarde-lestempérants.com. Les 4 ouvrages de cette collection peuvent être gratuitement consultés, téléchargés, transmis et même imprimés pour usage privé ou associatif, ainsi que commentés en un libre forum pour débattre entre lecteurs sur YouTube @bernardgarde-lestempérants. Car, en attendant la publication professionnelle fort souhaitable de cet essai, c'est aux citoyens qu'il revient de s'approprier la pensée tempérante et ses innovations disruptives, avant que les principaux médias et autres élites nationales aient l'opportunité d'en parler et de se positionner, afin que, pour une fois, vous puissiez exercer votre propre jugement et transmettre votre opinion, favorable ou non selon telle section ou tel chapitre concerné, sans être influencé par quelque autorité culturelle minoritaire ni faussement majoritaire que ce soit. Libre à vous, dès lors, de poursuivre ou non l'exploration des livres qui suivent, mais pour peu que vous aimiez réfléchir sur la vie, la comprendre et en débattre avec vos relations habituelles, s'agissant en particulier des enjeux sociaux, économiques, culturels ou politiques, et en raison de l'abondance des matières à explorer, il serait judicieux de prévoir une lecture parallèle autorisant le partage en direct de vos commentaires critiques, lesquels n'en seront que plus approfondis et profitables à tous, quel que soit votre positionnement. Dans ce cas, merci par avance de transmettre cette thèse novatrice aux intéressés de votre choix et de participer ainsi à la promotion de la justice et de la paix, au moins sous la forme du débat culturel et constructif qui doit précéder tout progrès authentique de notre commune humanité. Bonne lecture, le cas échéant, avec l'assurance que ma fraternité reconnaissante vous accompagnera à chaque instant. Bernard Garde, avril 2024. PS 1. Tout au long des chapitres qui vont suivre, le terme de social est à comprendre au sens réductif ou démographique de citoyens regroupés en tant que peuple ou population physique, voire en d'autres occasions, en référence à une politique sociale plus ou moins redistributive, et non au sens exhaustif incluant tous les aspects d'une société. À l'opposé, le terme de sociétal fait surtout référence à l'architecture d'une société vue en tant que nation, pays ou construction étatique
incluant les dimensions démographiques, socio-économiques, culturelles et politiques, plutôt qu'aux débats et sujets d'ordre éthique ou moral habituellement connotés. PS 2. À l'instar d'une nuance observable chez certains auteurs anglo-saxons, et à la différence de ce que sous-entend habituellement le terme d'efficacité, celui d'efficience correspondra à une chronologie pertinente ou priorisation optimale d'actions ou autres décisions sélectionnées sous la contrainte du temps, sur quelque période limitée que ce soit. PS 3. La matière humaine et sociétale des réflexions qui vont suivre impliquera l'usage des termes de dominant et de dominé, dans le sens minimal de leader et de suiveur, mais aussi de surdominant et donc de surdominé, orthographiés en substantifs simples ou composés, dont les définitions ne feront que s'éclaircir et se préciser au fil des chapitres, sachant bien sûr qu'il ne s'agit pas de tout réduire à cette dualité visible, mais simpliste, puisque chacun d'entre nous peut correspondre à l'une ou l'autre de ces appellations couplées, selon l'échelle, les circonstances, le lieu et le moment des interactions sociales impliquées, y compris via de multiples regroupements d'envergure fort variables, jusqu'au niveau intersociétal de la communauté internationale planétaire. Il n'en est pas moins certain que la quête de justice et de paix des tempérants ne saurait aboutir sans définir objectivement la différence opposant la juste et légitime domination hiérarchique à la violence de la surdomination. PS 4. L'écriture de ces ouvrages ayant été rythmée par des courriers quasi mensuels, certains faits s'en trouveront datés en tant qu'exemples illustratifs concernant la France et les Français, ainsi que l'Europe, non sans associer quelque intérêt de dimension universelle aussitôt souligné. PS 5. Pour finir, une relative liberté a été délibérément prise s'agissant de l'usage de majuscules pour certains mots-clés, selon le contexte, afin de faire ressortir ceux-ci autrement qu'entre guillemets, ou sous forme d'italique, comme c'est par ailleurs le cas au fil de ses écrits. La Cromagnole, sur l'air de la Carmagnole. Refrain. Macron n'est qu'un guignol. Virons le pion. Macron n'est qu'un guignol. Virons le pion du pognon. 1. On ne veut plus être géré, pour le profit des financiers. Un président doit limiter l'inégalité des foyers. Le vase a débordé. Manu, faut te barrer. 2. On ne veut plus de députés, on ne veut que des délégués, pour discuter sans décider. Toutes les lois à proposer, puis faut référender à la majorité. 3. Le CAC 40 nous a volé. Valeurs et souveraineté. Les politiques ont tout bradé, aux intérêts de l'étranger. Les corrompus gavés. Il est temps de payer. 4. Sans la proportionnalité, il n'y a pas d'égalité. Fini d'élire, on veut voter. Proposer les priorités. Pour la majorité de la communauté. 5. On en a marre d'être taxés, pour engraisser tant de planqués, en laissant les privilégiés placer leur blé et spéculer. La partie est truquée. C'est de l'argent volé. 6. Quand l'égalité est violée, les employés sont sous-payés. La révolte est légitimée. Pour libérer les opprimés, fallait pas dépasser les bornes à respecter. 7. Démocratie et liberté, pour les municipalités. Au plus près des réalités, on pourra mieux s'autogérer sans se faire abuser par les lobbies privés. 8. Être en cordée, c'est assurer d'équiper tous les délaissés, d'utilité et dignité en société civilisée, sauf à se rebeller contre le tout premier. Réflexion citoyenne 1. La crise des Gilets jaunes à travers le commentaire de La Cromagnole. 1. Refrain. En tant que célébrité du patrimoine culturel français, Guignol est un héros vif et rusé, dont la référence comparative serait flatteuse s'il ne s'agissait pas, hélas, d'une marionnette ayant pour fonction de distraire un public d'enfants aussi crédules qu'immatures pour nourrir la main cachée qui l'anime avec virtuosité et le choix spontané de ce symbole, dicté par la rime originelle de la Carmagnole, revêt à bien des égards une certaine pertinence qui vaut la peine d'être explorée. À l'instar de la chanson originale, le refrain est volontairement caricatural, histoire de respecter la tradition et l'atmosphère d'une manifestation de rue, mais le fait est que, formé au théâtre par sa propre épouse, l'actuel président de la République française représente un pouvoir national théoriquement majoritaire pour défendre l'intérêt général, alors qu'en réalité,
Il se conduit politiquement comme le jouet docile, l'exécutant complice et aveugle des puissances économiques qui régissent le monde. Et puisqu'il semble incapable de remettre en cause son point de vue ultralibéral, il prend le risque d'être impopulaire au point de ne pas pouvoir terminer son quinquennat, ou à tout le moins de ne plus pouvoir appliquer le programme imposé par la Commission européenne dont il partage si bien la philosophie, l'un ou l'autre cas étant potentiellement un égal bienfait pour la majorité des Français. Cela dit, protégé par le rôle constitutionnel, hélas, pseudo-démocratique qu'il détient, le président Macron a toute latitude pour ignorer royalement la quasi-totalité du peuple, au profit d'une infime minorité surdominatrice, ce qui ne laisse aux Français les plus exploités que le choix d'une vaine protestation. Ici, au travers d'une chanson populaire révélant à quel point l'oligarchie financière, technocratique et politicienne d'aujourd'hui est comparable aux royautés et hautes noblesses du passé. 2. Couplet 1. Le pouvoir financier des banques et des actionnaires ou autres dirigeants de multinationales, parfois supérieur à celui de certains États, est à l'origine du présent chaos via la mondialisation débridée, sauvage et injuste que subissent tous les peuples depuis la fin des années 70. L'actuel président de la République apparaît de fait comme un dirigeant d'entreprise, dont la déformation d'énarque et l'expérience de financier expliquent tout le comportement ou la politique, alors que le rôle d'un pouvoir démocratique est d'arbitrer en concordance avec la majorité des citoyens, et dès lors de veiller à maintenir un équilibre social minimal en dominant les barons de l'économie, ce qui suppose de s'en dissocier dans l'intérêt général. Politiquement, la faute gravissime d'Emmanuel Macron est de n'être jamais devenu le président de tous les Français, tel qu'une victoire électorale au second tour le suppose implicitement, mais au contraire d'appliquer à 100% un programme uniquement validé par 20% des Français, dont la moitié de déçus séduisent au départ par la seule apparence du candidat. Au lieu de tenter vainement de persuader les victimes du système d'adhérer à son projet, son rôle de président devrait plutôt l'amener à raisonner les pouvoirs de l'argent en leur rappelant leurs responsabilités sociales, en imposant des bornes décentes, morales et économiques à la délinquance financière qui gère notre quotidien, ne serait-ce qu'intuitivement par un minimum de conscience de la justice, ce qui suppose au contraire de s'appuyer sur les besoins et les ressentis populaires les plus largement majoritaires. 3. Couplet 2. La revendication exprimée ici semble correspondre à l'attente de la majorité silencieuse, plus encore qu'au seul gilet jaune. Le principe d'élection carte blanche est désormais obsolète. Les citoyens de France souhaitent donc s'impliquer directement dans l'initiative et la rédaction de la loi commune, la démocratie intégrale étant par principe directe et référendaire. Comment justifier que l'on soit obligé d'élire un ou une inconnu sélectionné par un parti ne représentant qu'une infime proportion d'électeurs citoyens? En aucune façon les idées de ce représentant ne peuvent correspondre aux préférences de ces électeurs à l'occasion du vote de chaque loi importante, a fortiori lorsqu'on sait que les campagnes électorales sont basées sur la surenchère de promesses fallacieuses et la caricature d'une division trop simpliste entre gauche et droite, progressistes et conservateurs. À ce propos, une des prouesses de l'intoxication médiatique la plus récente est de faire désormais paraître les tenants du social et de l'humain pour des conservateurs, et ceux de l'économie mondialisée et financière pour des progressistes. Or, au contraire de la situation actuelle, le futur rôle des députés s'apparentera tôt ou tard à celui de délégués débatteurs aptes à développer un débat d'idées transparent et exhaustif, permettant aux citoyens de s'informer objectivement sur les pour et les contre du contenu de chaque loi envisagée, laquelle pourra être proposée aussi bien par les citoyens que par le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Chaque fois que les Français ont eu l'occasion de voter sur un sujet sérieux concernant leur vie et leur avenir, la participation au vote a battu des records, et chaque parti politique s'est trouvé subdivisé entre pour et contre, ce qui démontre l'inanité de la division entre droite et gauche, ainsi que la nature largement factice des partis politiques. De même, comme lors du référendum sur l'Europe où le non l'a emporté, le président Sarkozy a-t-il pu facilement passer outre cet avis en faisant voter à la place le traité de Lisbonne grâce aux députés et aux sénateurs,
démontrant bien malgré lui que les élus nationaux ne sont aucunement représentatifs des citoyens du fait d'un processus électoral délibérément biaisé, faute de proportionnel. Quelle que soit l'élection, son principe restera antidémocratique tant que les élus conserveront le pouvoir de la décision finale, car le dernier mot doit revenir à chaque citoyen de par ses droits et devoirs civiques inaliénables. Si le vote de la décision finale est régulièrement proposé aux électeurs, il ne fait alors aucun doute que quasiment tout le monde s'intéressera enfin à la politique. Ceux qui ne souhaiteront pas s'exprimer lors de ces référendums s'en remettront de facto à une majorité désormais irréfutable, propre à se faire respecter par les minorités, et ce d'autant plus que les décisions ainsi votées ne seront dès lors plus jamais extrêmes, pour peu qu'une information publique équilibrée permette à chacun des électeurs, ou plutôt des voteurs, de bien saisir les tenants et aboutissants de la décision à prendre. Au lieu de se nourrir de vaines politicailleries, les médias seront peu à peu obligés de s'intéresser au fond du débat et de présenter tous les points de vue en jeu, habituant ainsi leur public élargi à réfléchir utilement. Le contexte référendaire, direct et proportionnel, incitera tous les Français au débat d'idées, comme ce fut déjà le cas au moment du référendum sur l'Europe précité. Il n'y a donc pas de délégation de pouvoir possible sans aussitôt biaiser et trahir l'opinion de chaque électeur dans quelque domaine que ce soit, et les Français prennent aujourd'hui conscience que tout autre système représentatif est intrinsèquement illégitime, malgré l'apparence d'une légalité ou pseudo-légitimité constitutionnelle. 4. Couplet 3. Le CAC 40, avec ses équivalents hors les frontières, représente ici les multimilliardaires, dont on vient tout juste d'apprendre qu'à l'échelle mondiale, les 26 premiers détiennent désormais autant de fortune que la moitié la plus pauvre de la population planétaire. Mais aussi les fonds de pension spéculatifs, les dirigeants de sociétés multinationales, sans oublier les banques et autres sociétés d'assurance. Ces nombreux monstres économiques sont l'aboutissement d'un néo-capitalisme qui n'a hélas plus rien de libéral, puisque le principe de la libre concurrence, a priori plutôt sympathique, aboutit en réalité au quasi-monopole des plus forts, du moins au seul sens de la surexploitation systématique des travailleurs consommateurs ainsi que des ressources planétaires, comme le montre la facilité avec laquelle cet ultralibéralisme monopolistique s'est accouplé avec le régime dictatorial chinois. En elle-même, la logique libérale ne serait certes pas forcément mauvaise si les pouvoirs économiques avaient conservé un minimum de conscience et d'intelligence sociale, à la façon d'un patron paternaliste ou d'un Henry Ford qui comprit en son temps que le progrès technique devait permettre à ses propres ouvriers de s'offrir et utiliser les voitures qu'ils fabriquaient. Il peut paraître très logique pour un employeur de souhaiter maximiser son profit en maintenant des prix de vente élevés et des coûts de fabrication, donc des salaires, aussi bas que possible, mais à l'échelle macroéconomique d'une nation entière ou du monde, cette rationalité devient pure folie, puisque les consommateurs ne sont en fait que des salariés pour l'essentiel. Cela démontre ici que, sauf à produire des objets de très grand luxe pour une infime minorité de richissimes individus, comme au Moyen Âge, il est stupide de produire des biens de grande consommation sans procurer à la masse des employés et salariés les moyens d'en consommer leur juste part. La création de valeur, décuplée par le progrès technique, suppose dès lors une proportion de partage équitable entre l'entreprise en tant que personne morale, son ou ses propriétaires actionnaires et l'ensemble des salariés, à la façon d'une démocratie économique minimale, de fait indispensable pour garantir l'équilibre du long terme via la paix sociale. Emmanuel Macron s'avère ici incapable d'atteindre la hauteur, l'indépendance et le recul nécessaires à un président au-dessus de la mêlée économique et sociale, s'affichant au contraire du seul côté des hyperpouvoirs financiers, au point de s'effarer du pognon de dingue que représente la politique sociale de son pays et de trouver totalement justifiés les près de 60 milliards d'euros de dividendes versés par la France aux actionnaires en une seule année. C'est d'autant plus ridicule que, si certains leaders savaient être plus honnêtes en versant les salaires mérités et en assurant les conditions d'un épanouissement minimal de leurs ouvriers et employés, on économiserait des milliards de dépenses sociales et médicales induites par l'injustice socio-économique, piètre replâtrage
et pansements en réalité inaptes à rattraper les violences du marché aussi longtemps que ces dernières perdureront. Au lieu de cela, depuis la fin des années 70, la valeur du travail et les progrès sociaux de notre tradition française ont fait l'objet d'un hold-up historique sans précédent. Force est de constater qu'à partir de cette époque, les pouvoirs économiques et financiers multinationaux ont dicté leurs lois implacables au pouvoir politique, étouffant au sein de contraintes nationales qui correspondaient pourtant à une cohérence spécifique pour chaque population concernée. Les lobbies économiques et financiers ont exigé la suppression totale des frontières commerciales ainsi que la remise de toutes les manettes financières et monétaires entre les mains d'un système bancaire ultralibéral, celui-ci acquérant ainsi la puissance souveraine de frapper monnaie par le jeu de la création monétaire et du privilège de prêter aux États, non sans la bénédiction supra-étatique d'une Commission européenne carrément privatisée. Les dirigeants politiques n'ont dès lors pu accepter cela que par naïveté, par incompétence ou par corruption idéologique, voire souvent financière. L'abolition des frontières pour installer un vaste marché mondial n'avait pour finalité que d'accélérer l'enrichissement des plus grosses entreprises en multipliant leur rentabilité par le jeu de la délocalisation afin de profiter du travail low cost, tandis que les banques s'arrogeaient la liberté des mouvements financiers pour maximiser la spéculation, l'évasion fiscale et une oppression rigoriste sur des pays et des peuples qui ont aussitôt perdu indépendance et souveraineté de fait. L'Europe, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir prochainement, n'a fait que suivre ce mouvement à la lettre, en s'étendant prématurément sur le plan géographique, et en créant une monnaie commune artificiellement forte pour résister à la nouvelle échelle du jeu mondial, au prix des sacrifices quotidiens imposés aux peuples concernés. Puisqu'il paraît impossible d'imaginer que les responsables politiques n'aient pas pu pressentir les conséquences si prévisibles d'une telle arnaque planétaire, en termes de perte d'emplois et de souveraineté économique pour cause de désindustrialisation, force est bel et bien d'admettre qu'ils étaient et sont encore ultralibéraux. En concordance avec la nouvelle philosophie de l'argent trop facile et de la surexploitation, sans doute parce qu'ils ne fréquentent que les plus puissants dirigeants et autres décideurs, ceux-là même qui ont les épaules assez larges pour jouer sans risque dans la cour des grands, imposant leur folle logique microéconomique sur une échelle mondiale sans précédent et condamnant ainsi chaque entreprise à les imiter ou à disparaître corps et biens. En récompense indigne de leur renoncement total à gouverner dans l'intérêt légitime et majoritaire des peuples, les pouvoirs politiques, les énarques et autres technocrates se sont trouvés grassement rétribués à leur propre façon en obtenant de nouvelles fonctions à l'échelon européen ou mondial, sans compter la corruption financière de nombre d'entre eux via les paradis fiscaux, à charge pour eux de maintenir leur population dans l'ignorance de la disproportion historique du casse du millénaire auquel ils participent depuis lors. Un tel crime économique serait susceptible de mériter un procès mondial sans prescription possible. Mais les responsables sont assez nombreux et malins pour se fondre dans la main invisible du marché, vénéré par les économistes ultralibéraux, malgré l'impossibilité de croire désormais en la moindre autorégulation de la folle machine qui s'emballe à présent. Face à tout cela, notre actuel président impose ou demande toujours plus de sacrifices aux victimes du système qu'il a mis à la première place, et va jusqu'à prétendre qu'avant de pouvoir mieux partager, il faut que le gâteau grossisse à coups de points de croissance. Or, il n'y a plus de saine croissance possible dans de telles proportions, puisque les citoyens dans le besoin sont privés d'argent vital, tandis que ceux qui travaillent encore n'ont plus le temps de vivre, et que d'autres se remplissent les poches en spéculant ou gaspillant au travers d'un luxe indécent. La croissance est en panne par le seul manque de progrès en matière de justice et de répartition de la valeur travail et de l'argent, au sens social de l'expression, alors que le gâteau est déjà bien assez gros pour satisfaire tout le monde et gagnerait à être sensiblement réduit pour des raisons écologiques autant qu'humaines. De ce point de vue-là, la crise des gilets jaunes est une alarme enfin audible, attestant qu'un cap dangereux, un point de non-retour, est désormais franchi. Cette crise signifie que les déséquilibres socio-économiques décrits plus haut commencent à déconstruire concrètement l'édifice de la société française, en détruisant d'abord la vie
et le rôle essentiel de la classe moyenne inférieure, prise à la gorge par l'effet de ciseaux de salaires trop dérisoires et de taxes trop élevées, entre autres dépenses contraintes devenues insupportables. Désormais, les nombreux pansements ou replâtrages ne suffisent plus à cacher la misère humaine d'une telle antisociété, et la prise de conscience de la classe moyenne remet dès lors très logiquement en cause les règles du jeu, institutions et constitutions comprises. Finalement, la France paie la perte de son âme sociale, comme de ses idéaux humanistes, depuis que le comportement économique immoral si spécifique à la mentalité anglo-saxonne s'est imposé au sein du jeu planétaire, infectant le management au point de permettre qu'un PDG gagne mensuellement entre 500 et 1000 fois le SMIC, tout en s'en félicitant ouvertement. Et notre président de suggérer que tout le monde devrait devenir PDG, sans comprendre que l'on ne peut atteindre de tels niveaux de fortune qu'aux dépens des employés et consommateurs, et que l'écrasante majorité des Français a seulement l'ambition de vivre décemment sans exploiter quiconque au travers de telles disproportions de revenus en tout genre. 5. Couplet 4. En alternance avec le couplet précédent, le quatrième traite à nouveau des institutions, en relevant le fait que la démocratie véritable doit être aussi directe que possible et suppose donc la proportionnelle intégrale en cas d'élection de représentants, sans quoi l'égalité des électeurs ne saurait être respectée. Tout autre système électoral n'est qu'une parodie de démocratie qui favorise la domination illégitime de la majorité par une minorité. Or, si l'on sait bien, via l'histoire française, que la proportionnelle divise et multiplie les partis, encourageant donc toutes les opinions sans les catégoriser entre blocs simplistes à la façon de l'actuelle Ve République et rendant les gouvernements de coalition fragiles à l'extrême, il faut bien comprendre que tout sera radicalement différent lorsque le peuple, à terme préparé par l'éducation, dûment informé et décideur du vote final par référendum trimestriel, aura enfin le dernier mot de chaque loi après observation des débats de l'Assemblée des délégués nationaux que seront les futurs députés. Cela signifie au contraire que plus les partis seront nombreux, plus la multiplicité de points de vue aussi complémentaires permettra aux citoyens d'affiner sa compréhension du problème, tandis que le néo-gouvernement deviendra d'une part l'exécutant suprême de la volonté majoritaire d'un peuple enfin souverain et responsabilisé, et d'autre part le représentant de cette même volonté majoritaire face à l'étranger. Dans de telles conditions, il va de soi que toutes les propositions citoyennes ou autres projets de loi correspondront aux besoins et à l'opinion de la majorité des Français, et deviendront de ce fait légitimement incontestables, ce qui pour autant n'empêchera nullement l'opinion publique d'évoluer sur des sujets plus spécifiques ou marginaux concernant telle ou telle minorité de citoyens. Le peuple irlandais, fort judicieusement réuni en échantillons dans une assemblée proportionnelle, n'a-t-il pas voté, en pleine conscience, des lois éthiques ou sociétales en apparence contraires à la tradition de son écrasante majorité catholique, prouvant à quel point une communauté peut s'enrichir de la prise en considération des exceptions et autres cas limites de la loi, via nombre d'initiatives innovantes en provenance de certaines minorités? À cela, les élites actuelles et leurs cours d'experts ou spécialistes, souvent tentés de court-circuiter les débats, rétorqueront que le citoyen de base est incapable de se faire une opinion objective sur la moindre question sérieuse, comme si les connaissances et compétences certaines des élites n'étaient pas transmissibles à la quasi-totalité des citoyens à travers la pédagogie d'une démonstration par expérimentation probante. Cette attitude arrogante contribue à maintenir le peuple dans l'ignorance de ses droits et de son bon sens, sans tenir compte de son évolution ni de sa maturité politique croissante, pour peu qu'il ait l'occasion régulière de débattre en étant suffisamment informé. Car le rôle positif de tous les experts est d'éclairer les décideurs aussi exhaustivement que possible, en respectant le choix de chaque majorité citoyenne ainsi responsabilisée, la supériorité technique ou professionnelle, ne procurant là aucun droit politique supérieur pour dicter quoi que ce soit de façon minoritaire, ce qui devrait dès lors obliger les leaders à suivre le rythme de l'évolution majoritaire en sollicitant la libre adhésion de leurs contemporains par le biais culturel de leur réelle influence, avance ou supériorité historique. Lorsque des expertises ou conseils
aboutissent à des aberrations avérées à termes contraires à l'intérêt majoritaire, cela est précisément dû à une absence de démocratie, par laquelle les décideurs minoritaires n'écoutent que certains avis, ou en tronquent et corrompent d'autres au gré de leur seule priorité surdominante du moment, alors que tous les points de vue sont normalement requis pour asseoir une décision optimale, laquelle ne saurait être démocratique qu'en étant validée en dernier ressort, voire mieux encore suggérée dès le départ par des citoyens se représentant eux-mêmes de façon directe, nationale ou largement échantillonnée selon le cas. Par ailleurs, la décadence visible de la plupart de nos institutions révèle très souvent la stupidité pratique des énarques et autres experts, en conséquence de leur déconnexion patente vis-à-vis du terrain, sinon par adhésion idéologique et intéressée à l'ultralibéralisme en vogue. Il n'est qu'à constater l'inefficacité dramatique et la régression effective de notre système éducatif, intégralement géré de haut en bas par une élite administrative dont le superpouvoir de nuisance et de terrorisme intellectuel n'a rien à envier à un Staline du temps de l'URSS. Par la volonté de son ministre et d'une inspection générale hyper-centralisée, l'éducation nationale est régie sous le triple signe du stress inutile, de la complexité et de la démotivation, pour des résultats scolaires chaque année plus déplorables en comparaison avec ceux de nos plus proches voisins européens. Dans ce domaine crucial comme dans tant d'autres, les experts ou conseillers sont loin d'être neutres, et nombre de recettes et d'expériences pratiques locales, innovantes et efficaces, sont interdites, sitôt qu'elles remettent en cause les dogmes pédagogiques de la haute administration, ainsi que les intérêts commerciaux du lobby des éditeurs scolaires, pour ne parler que des méthodes d'apprentissage. Dans tout domaine de spécialité impliquant des décisions d'État ou de collectivité, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, de sécurité, d'art ou de transport, entre autres, les enjeux financiers et lucratifs ont développé un marché dangereusement opaque qui profite d'une trop grande échelle et distance vis-à-vis de l'administré, de l'absence de frontières entre public et privé et de la puissance persuasive et manipulatrice des lobbies concernés, pour privatiser le bien commun de services publics peu à peu gérés à la façon d'entreprises exclusivement financières, via le dégraissage des employés les plus utiles et la captation des budgets au profit de quelques réseaux monopolistiques. D'où l'intérêt de gérer désormais les décisions publiques au plus près du citoyen, aussi localement que possible, et en ménageant une rotation très fréquente des responsabilités, seule façon de garantir une transparence propice à l'honnêteté. Sinon, il est beaucoup trop facile pour n'importe quel lobby de corrompre ou intoxiquer mentalement des décideurs individuels trop peu nombreux. Les experts peuvent être très utiles, à condition que leurs recommandations s'appuient sur une expérience démontrée de façon quasi scientifique, au travers de résultats concrets et généralisables, attestés et approuvés par tous les intéressés, par exemple enseignants, élèves et parents d'élèves, s'il s'agit de pédagogie ou de vie scolaire. Et si possible, sans oublier que les solutions les plus simples et les moins coûteuses sont souvent les meilleures. Or, la complexification sans limite des procédures et des contraintes cache le plus souvent la volonté d'enfumer le paysage, pour s'en remettre à d'obscurs comités qui se résument à des clubs fermés de gens influents et intouchables, avec d'énormes gaspillages de temps et d'argent à la clé, aggravés par les conséquences inhumaines et sociales d'un échec scolaire devenu disproportionné, s'agissant ici encore du contexte éducatif mentionné à titre d'exemple. Ainsi, du point de vue essentiel du citoyen, l'administration, les institutions et autres assemblées de toutes sortes sont peu à peu devenues de gigantesques usines à gaz dévoreuses d'impôts et taxes, dont l'utilité et l'efficacité pratique déçoivent les attentes majoritaires. Lorsqu'on sait que la France détient le record du monde du nombre d'élus par rapport à la population, on est bien fondé de parler d'emplois fictifs, de placards dorés, de privilèges indus et scandaleusement cumulés. Et il va de soi qu'un peuple enfin devenu souverain par référendum ou autre solution d'implication directe réduirait drastiquement la proportion des planqués de la République comme autant d'inutiles et coûteux parasites et supprimerait les privilèges intolérables dont bénéficie cette caste. C'est sans doute un mal français, mais le degré atteint dans l'invention de prérogatives ou de fonctions de complaisance dépasse les bornes
de ce que les citoyens peuvent désormais supporter. Et les économies les plus urgentes à opérer doivent impliquer la suppression des privilèges que s'arrogent les pseudo-élites politiques et administratives dominant les institutions centralisées, bien avant de rogner sur les étages les plus bas et les plus proches du citoyen lambda. Or, dans ce domaine, notre actuel président ne fait que poursuivre la vieille tradition politique du copinage entre VIP, tout en organisant la disparition des services publics locaux, tandis que les mairies et départements sont menacés de noyade finale par coagulation et dépossession de leurs droits et de leur liberté d'action. Plus généralement, toute gouvernance non démocratiquement contrôlée, qu'elle soit publique ou privée, fait gonfler de pouvoir, de fortune et de privilèges le sommet de nos structures humaines, aux seuls dépens de leur base citoyenne, jusqu'au risque d'un effondrement tôt ou tard inévitable. Autant de choses qui vont à l'encontre des attentes de la majorité des Français, et qui n'existeront plus, lorsque ceux-ci pourront s'auto-gérer et s'auto-contrôler aussi localement et directement qu'il se peut, dans le respect d'une stricte proportionnalité ménageant, en même temps que la préférence majoritaire, les légitimes libertés minoritaires, privées et associatives compatibles avec la loi commune. 6. Couplet 5. Le déséquilibre et l'injustice structurelle propres au barème de taxation, aggravés par la politique antisociale d'Emmanuel Macron en la matière, élément déclencheur de la légitime révolte des Gilets jaunes, résument la conséquence principale du couple infernal qui gouverne aujourd'hui la plupart des peuples. Un système économique socialement attardé, doublé d'institutions politiques faussement démocratiques, aboutissant à la double dictature de pouvoir surdominant, que ceux-ci soient privés ou publics. Selon certains économistes actuels, la moitié de la dette nationale ne proviendrait que du renoncement des États à taxer les grandes fortunes économiques et financières comme précédemment aux années 1970. Si une telle affirmation reste à vérifier, il n'en est pas moins avéré que la strate des Français de classe moyenne tient à bout de bras un édifice ubuesque dans lequel ses impôts sont extorqués pour éviter aux premiers de cordée de payer les leurs, et surtout pour secourir financièrement la masse croissante des victimes appauvries par les effets pervers du même système. Les dés de la loterie sociale étant pipés et la règle du jeu étant constitutionnellement faussée, il n'est pas étonnant que l'accélération des déséquilibres qui résultent de l'injustice sociale aboutisse à la paupérisation des classes moyennes, centre de gravité de chaque société, dont la base inférieure s'effondre d'année en année en s'ajoutant à la masse des assistés. Tout n'est qu'une question de justice à la fois matérielle et sociale, sans laquelle le moindre biais de départ ne peut que s'accentuer avec le temps jusqu'à la rupture inévitable dont les premiers signes concrets apparaissent désormais au grand jour. Avec la crise ouverte du peuple oublié, le degré du déséquilibre atteint logiquement un point critique, propre à faire basculer la société dans la violence, par le biais d'une remise en cause généralisée, puisque la grande majorité des Français, en approuvant le mouvement des Gilets jaunes, reconnaît implicitement que les excès et autres dérives de notre système socio-économique et politique ne sont plus supportables. Sur le plan financier, la tête du Léviathan a quasiment pompé tout le sang du corps social au point que la classe moyenne ne peut pas payer plus de taxes, d'impôts ou autres contributions sans se précariser aussitôt en un nombre croissant de nouveaux assistés. Tandis que sur le plan moral, les privilèges des plus riches et leurs évasions fiscales légalement tolérées par l'Europe scandalisent à juste titre les héritiers de la Révolution. Il en résulte un gâchis humain sans précédent dans l'histoire mondiale, avec une élite délinquante qui a perdu depuis longtemps le sens de la mesure, des actifs de classe moyenne sous la menace quotidienne du burn-out, des retraités dépouillés du fruit de leurs efforts passés et de nombreux travailleurs et exclus contraints de se laisser humilier par l'assistanat. Dans les circonstances actuelles, l'évidence de l'asservissement intéressé du pouvoir politique aux puissances économiques discrédite le premier de toute légitimité, puisque le rôle attendu d'un gouvernement est de maintenir un minimum d'équilibre sociétal par la redistribution que suppose l'impôt. En réalité, nous n'avons plus de président, mais un PDG désigné par une Europe illégitime pour ainsi détruire toutes les avancées sociales qui faisaient de la France un exemple en son temps, dans la seule finalité de faire régresser les Français au niveau des pays émergents,
et ce, sous le faux prétexte d'une compétitivité internationale artificiellement imposée par l'absence de frontières commerciales. Le pire est que la globalisation, soi-disant libérale, mais en réalité ultralibérale, des monopoles multinationaux semble s'imposer comme une évidence naturelle au point d'infecter les médias, en faisant passer toute autre option comme réactionnaire ou utopique, quitte à manipuler le jeu politique en suscitant sciemment des choix contraints lors des élections. En conséquence logique, la société se segmente et se durcit. Les opinions se radicalisent, la délinquance et le crime se banalisent, tandis que pour lutter contre ce cancer sociétal, les autorités répondent à leurs propres erreurs, en contenant les brèches béantes de la révolte, qui en résultent par une police surarmée et dévoyée de son rôle, pour la répression organisée des libertés fondamentales. Pourtant, en réponse à cette folle impasse doublée d'une fuite en avant suicidaire, et grâce aux moyens d'échange et de partage d'idées désormais accessibles à tous qu'offre enfin la technologie numérique en particulier, les peuples se réveillent de leur torpeur et réclament autre chose. Leur foi aveugle dans le système, décrit plus haut, fait désormais place au doute critique et à l'attente d'une solution équitable. Faute de quoi, l'amertume restera le seul carburant de la violence du désespoir. Il est réconfortant d'observer que les Français se réveillent à temps pour s'opposer à la négation de leur histoire sociale et politique et sauver in extremis le fruit de tant de siècles d'efforts et de sacrifices. Pour l'heure, concluons le commentaire de ce 5e couplet en nous résumant ainsi. Les inégalités insupportables révélées par la politique de taxation de l'actuel président et les principes qui régissent la politique fiscale, jusqu'à la raison d'être de certaines taxes ou contributions, comme de dégrèvements fiscaux envers les individus et entreprises les plus riches, sont intrinsèquement liés au déséquilibre de base que représentent les rapports socio-économiques quotidiens, ainsi qu'à l'absence de toute démocratie authentique sur le plan constitutionnel. D'où l'importance de changer radicalement les règles du jeu dans ces deux dimensions aussi cruciales qu'inséparables. 7. Couplet 6. Tout en restant pour le moment délibérément concentré sur notre Carmagnole réactualisée et la crise des gilets jaunes qu'elle exprime, on ne peut guère échapper au cœur du sujet que représentent l'emploi et les conditions de travail et d'échange de valeurs, source de tous les conflits de l'histoire humaine, même si ces luttes ont été déguisées, au gré des religions et idéologies, sous toutes les panoplies de l'imaginaire qui caractérisent l'Homo sapiens. Pour l'heure, le problème immédiat tient au fait que les salaires n'ont pas évolué en proportion de la productivité, et ce, à tout le moins depuis 1968 et les accords de Grenelle. Preuve en est que les allocations d'assistance aux exclus et autres handicapés ont pratiquement rejoint le niveau légal des plus bas salaires, tandis qu'une proportion croissante de la population salariée regroupe des travailleurs précarisés oscillant dangereusement entre les statuts d'actifs et d'assistés. Pour notre actuel président, les dites allocations ne sont qu'un pognon de dingue immérité qui devrait se voir comprimé et plus rarement attribué, bien qu'à l'évidence, la définition reconnue du seuil de pauvreté corresponde déjà pratiquement à ce niveau minimal de subsistance. On peut regretter que ces allocations ne soient pas associées à une participation sociale et active aux besoins collectifs de la vie locale, un peu à la façon de la solution d'un F.D. Roosevelt pendant le New Deal. Tant l'inactivité et l'isolement qui les accompagnent peuvent détruire moralement celui qui se sent inutile aux autres. Mais l'actuelle aberration réside dans l'insuffisance criante des salaires de la moitié inférieure des actifs. Injustice qui concerne encore plus de femmes que d'hommes en raison du sexisme professionnel illégal qui perdure. Or, il n'est nul besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre que dans nos sociétés contemporaines, caractérisées par l'interdépendance, une cohérence minimale doit logiquement associer le niveau du salaire avec la création de valeur que permet la durée du travail quotidien, valeur décuplée par l'incomparable productivité qu'autorise le progrès technique. Sinon, à quoi bon produire des biens de consommation de masse, en particulier d'usage vital ou prioritaire, en privant les citoyens consommateurs du pouvoir d'achat auquel un travail plus efficace et plus productif leur donne logiquement droit? La réponse n'est pas nouvelle depuis Karl Marx et réside dans la contradiction récurrente et exacerbée du capitalisme structurel,
prise au piège de son incohérence collective et des comportements dominants individuels précédemment mentionnés. Le grand patronat, soutenu par des gouvernements successifs de plus en plus ralliés à sa cause par corruption ou manque de courage, a bloqué délibérément l'évolution des salaires et augmenté la charge de travail dans des proportions peu ou prou aussi inhumaines qu'au pire moment de la révolution industrielle, en particulier vis-à-vis des cadres et employés de la classe moyenne, tout en se débarrassant d'un nombre croissant d'ouvriers peu qualifiés suite à une mécanisation ou robotisation continuelle, ainsi qu'au travers d'une fausse croissance mondialisée du pouvoir d'achat sur le dos des pays émergents. Tandis que les PME ont été obligées de s'aligner et de délocaliser leur production pour ne pas disparaître, et que nombre de TPE se sont vus rayés de la carte périphérique ou à jamais empêchés de décoller, sauf à s'ubériser en une sorte d'auto-esclavage. Non contente de gagner presque toute la marge de productivité accumulée depuis les années 70, grisée par la surpuissance acquise et dopée par les intérêts financiers de fonds de pension et d'actionnaires toujours plus avides, qui ont fini par transformer les entreprises elles-mêmes en support de spéculation, les multinationales ainsi créées ont débordé largement de toute cohérence nationale au profit d'ambitions mondiales, imposant de fait la suppression des frontières commerciales pour mieux profiter de l'esclavage moderne qu'autorisent les pays low-cost, tandis que l'Europe, infectée par le virus fatal donc le Picsou et désormais dirigée par les pouvoirs financiers, joue pleinement le jeu en détruisant méthodiquement les sociétés les plus avancées au moment même où ces dernières s'apprêtaient à aborder pacifiquement l'ère post-industrielle du temps libre et de la décroissance intelligente. L'immigration massive orchestrée par l'Union européenne est un autre aspect de la même stratégie, tant il est plus profitable pour les intérêts qui nous dirigent de mettre en concurrence non seulement les pays entre eux, mais encore les travailleurs dans le même pays, avec en surprime l'avantage d'importer à domicile une masse de main-d'œuvre et de consommateurs tout frais et fins prêts à tomber dans la spirale des pièges de l'affluent society dont les peuples européens commençaient à peine à s'émanciper. Et pour mieux déguiser la manœuvre, quoi de plus facile que de s'appuyer sur la modernité, le progressisme, l'ouverture au monde ou la diversité, voire jusqu'à l'humanité prétendue d'une Angela Merkel, ouvrant les bras de l'Allemagne à plus d'1 million de migrants ou réfugiés en une seule année, alors qu'il ne s'agissait là, derrière les apparences, que de compenser une crise démographique gravissime et d'installer le low-cost à domicile. La crise des migrants, pour reprendre le terme aseptisé de la langue de bois officielle, ne résiste pas à l'analyse du bon sens le plus élémentaire, et le seul fait que l'immigration accrue n'ait fait l'objet d'aucun débat national véritable trahit la volonté européenne d'imposer au peuple une dénaturation sociale et culturelle dans le seul intérêt des pouvoirs économiques en place. À quoi servent l'ONU, l'UNESCO et toutes les structures internationales étrangement absentes du traitement de la migration massive engendrée par les guerres et famines africaines? En particulier, est-il logique que tant de populations déplacées aillent jusqu'en Europe, quand leurs pays immédiatement voisins, de cultures et traditions similaires, devraient logiquement les prendre en charge et les assister grâce à une aide internationale efficace via les organismes précités? Enfin, comment ne pas voir dans les dramatiques migrations transméditerranéennes actuelles une bienveillance faussement teintée d'impuissance, dont l'intérêt est d'éviter de remettre en cause le néocolonialisme qui met à sac l'Afrique et ses ressources naturelles, avec la complicité de présidents dictateurs inamovibles? Si les médias étaient plus libres, nul doute qu'au lieu de nous émouvoir en faisant vibrer les cordes sensibles des violons de la pitié, ils remonteraient à la source de toutes ces guerres déstabilisantes qui sont autant d'ingérences et de manipulations profitables aux pilleurs de matières premières, aux lobbies militaires et autres industries de l'armement. Mais, comme chacun sait, hélas, business is business. Alors candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy osa même en son temps citer la règle des 3 tiers, à la façon d'une promesse qu'il s'est empressé de ne jamais tenir sitôt élu, en suggérant que les gains de productivité, donc une partie des profits, soient partagés ainsi. 1 tiers pour les propriétaires de l'entreprise, que sont les actionnaires. 1 tiers pour l'investissement ou les fonds propres de l'entreprise. Et 1 tiers pour les salariés.
La réponse quant à la proportion idéale la plus juste du point de vue macroéconomique reste encore à découvrir et à fonder rationnellement. Mais il est déjà facile d'imaginer que sans contrainte minimale provenant de la loi via le gouvernement, peu d'actionnaires et de PDG sont enclins à partager le gâteau. Et l'histoire récente démontre au contraire que, sous l'influence de la mentalité anglo-saxonne du self-made man insatiable, les grands patrons ont dépassé toutes les limites de la décence au travers d'une folle compétition interindividuelle, afin de pouvoir se targuer d'être la plus grosse fortune mondiale. Si les gouvernants avaient été à la hauteur de leurs responsabilités et du contrat social qui fait toute leur raison d'être, le salaire minimum aurait dû évoluer en proportion de la productivité, tirant vers le haut tous les revenus du travail, pour assurer un équilibre économique cohérent entre offre et demande par le développement proportionné des moyens de consommer, surtout s'agissant des besoins essentiels à tout citoyen. Au lieu de cela, les pouvoirs politiques n'ont eu de cesse de justifier à grands coups d'intoxication médiatique les comportements bestiaux des supergéants de la nouvelle jungle organisée qu'on appelle pudiquement Union européenne ou mondialisation, laissant entendre que la réalité spontanée du marché libre se passe de toute régulation effective et nous promet un avenir radieux. Ce faisant, ces pseudo-gouvernements, alternativement de gauche, de droite ou du centre, ont fini par perdre toute crédibilité et légitimité auprès de citoyens enfin conscients d'être trahis et spoliés de leurs droits comme de leur argent. Ultime mensonge et dernière déception. Après avoir promis un renouveau politique total et l'équilibre du et en même temps d'un ultracentrisme, Emmanuel Macron a fait déborder le vase en allant plus vite et plus loin dans le creusement d'un fossé social, qui pourrait devenir le tombeau de notre démocratie bien trop relative, au point que la rupture semble désormais consommée entre le peuple d'un côté et le pouvoir et ses médias de l'autre. D'où les exigences très légitimes des Gilets jaunes et de leurs nombreux soutiens dans l'opinion concernant le pouvoir d'achat, dont le plus surprenant est que personne n'a vraiment conscience qu'il faudrait augmenter les salaires et retraites de 50% au minimum pour répondre aux besoins vitaux et urgents des citoyens les plus modestes, remettre à flot la demande et rendre une partie de l'argent extorqué depuis 40 ans, à condition de protéger notre modèle social de la concurrence déloyale des importations low cost. Or, dans ce domaine, l'impossibilité prétendue de remettre des frontières douanières montre à quel point la France a été la grande perdante de la mondialisation libérale débridée, puisqu'elle voit désormais toutes ses avancées sociales remises à plat et sacrifiées sur l'autel du surprofit international. La réponse dérisoire de notre président frise l'insulte en proposant d'aider la minorité des Gilets jaunes les plus pauvres sous forme d'allocations ou de primes à la charge des contribuables, en parlant ici d'accompagnement à la façon d'une perfusion temporaire, ainsi que d'exonérer les retraités les plus fragiles de la dernière augmentation de la CSG, sans pour autant réindexer sur l'inflation les retraites de l'ensemble des citoyens concernés, ni amender la loi de la jungle de l'ultralibéralisme dans ce qu'elle a de précisément excessif. Pas la moindre redistribution d'un centime d'euro provenant du capital ou des entreprises, pas de nouvelles contributions demandées aux plus riches, si ce n'est le conseil gratuit d'une prime exceptionnelle de fin d'année octroyée telle une aumône par une poignée d'entreprises dites solidaires. Comment imaginer dès lors que la crise sociale et politique actuelle puisse être terminée, alors même que les demandes prioritaires supposent de revenir sur des mesures déjà prises dans les 18 premiers mois du quinquennat concerné, sans cesse réaffirmées comme indétricotables, selon un président, directeur général, décidément indécrottable. À la violence feutrée de la surexploitation quotidienne et financière répond alors la violence désespérée de la rue, passablement encouragée dans les premières semaines par un pouvoir qui pense ainsi dissocier l'opinion publique de la cause des Gilets jaunes en y laissant s'infiltrer des casseurs ou autres Black Blocs à plusieurs occasions, aux fins d'user ce soulèvement populaire. 8. Couplet 7. La requête ici clamée est celle de l'autogestion la plus locale possible, seule façon d'impliquer chaque citoyen plus directement dans la maîtrise de sa vie quotidienne et collective, en tenant compte d'une échelle humainement optimale propre à éviter les risques inhérents à toute distanciation excessive et afin de préserver une transparence et un contrôle aisé
de l'honnêteté des procédures et des responsables qui les appliquent. C'est en effet à ce niveau très local que la démocratie peut être désormais la plus directe, surtout depuis la démocratisation des moyens de communication et d'information via le numérique, instrument sans précédent qui devrait permettre à tout citoyen de participer au projet, aux débats et aux prises de décision finales via des référendums locaux périodiques pour des questions qui par définition concernent le cadre de sa vie quotidienne. Les idées les plus utiles et les plus pratiques sont souvent le fait de la base citoyenne, pour peu que celle-ci ait l'occasion de s'exprimer librement et de voir ses meilleures suggestions appliquées aussi tôt que possible. Ici encore, notre président a fauté gravement en intensifiant la dépossession des libertés et responsabilités municipales au profit de structures toujours plus vastes, jusqu'au point de devoir maintenant se rattraper en apparence en revendant son programme aux maires de France dans l'espoir d'apaiser leurs critiques. À cette échelle communale, comme au niveau national, toute décision nouvelle doit idéalement être soumise aux citoyens sous forme référendaire, soit par bulletin de vote classique, soit, pourquoi pas, par vote électronique de chez soi moyennant sécurisation maximale par identifiant, mot de passe et système à chiffrage unique, quitte à afficher ou publier le détail de tous les résultats afin que chacun puisse vérifier a posteriori que son choix a bien été respecté. Mais l'autogestion est encore un mot tabou depuis la tragique aventure de la Commune de Paris, dans un monde où tout est fait pour diviser les communautés en individus concurrents les uns des autres, selon le fameux adage qui recommande de diviser pour régner. 9. Couplet 8. Être réellement en cordée, pour prendre l'image favorite de notre président, implique entre les alpinistes une solidarité, une confiance et une fraternité aux antipodes d'une politique sociale nettement assumée en faveur des plus riches et suppose de respecter l'équicitoyenneté des derniers de cordée, que les petites phrases les plus spontanées du dit président actuel ont de quoi révolter. Pour atteindre ensemble le sommet de la réussite républicaine en toute sécurité, encore faut-il que chacun soit doté du minimum d'équipements nécessaires, permettant de participer pleinement au projet de l'ambitieuse ascension collective. Or, c'est bien le manquement à cette règle de bon sens que la crise des Gilets jaunes révèle, puisque de nombreux citoyens actifs dévissent désormais dans la précarité, alors qu'ils participent autant que les autres à l'agrandissement d'un gâteau commun de plus en plus mal partagé. Le ras-le-bol et le grave conflit qui en résulte ne sont que la surface d'une question plus fondamentale touchant aux droits et devoirs effectifs de tout citoyen. L'incapacité du système néolibéral actuel à associer et tirer vers le haut l'ensemble des citoyens trahit mieux que tout l'injustice de son principe fondateur, entraînant une désocialisation et une multitude de paradoxes aberrants dans les situations individuelles, comme dans la complexité ingérable des aides, allocations et autres avantages consentis aux plus démunis, en symétrie avec les somptueux cadeaux fiscaux réservés aux plus riches citoyens et à leurs entreprises. Ainsi peut-on trouver de petits profiteurs tout au bas de la pyramide sociale, détournant l'argent public destiné à d'authentiques nécessiteux ignorés des radars, tout comme une minorité de demandeurs d'emploi peut profiter de droits abusifs sans chercher à travailler. Ces comportements, systématiquement pris comme prétexte par les autorités pour stigmatiser et caricaturer l'ensemble des citoyens assistés, seraient très facilement détectables et contrôlables si l'administration de ces perfusions sociales était assurée aussi localement que possible, à l'échelon de chaque municipalité, et même de comités de quartier ou d'arrondissement pour les villes plus importantes. Depuis 1789, presque tous nos concitoyens récitent que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Mais combien d'entre nous ignorent « royalement » la seconde phrase de ce même article, selon laquelle les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune? Bien étrange paradoxe que d'affirmer en même temps l'égalité de droit et l'inégalité de fait, et belle invention de la bourgeoisie révolutionnaire pour se prémunir d'un excès d'égalité, lui permettant de s'approprier au nom du peuple le pouvoir politique de la noblesse ruinée, sans pour autant partager son pouvoir économique avec ceux d'en bas. Vaste sujet en tout cas, sur lequel il nous faudra revenir beaucoup plus en détail, mais qui se trouve clairement évoqué dans le dernier couplet de la chanson qui nous occupe, et indissociablement lié aux questions démocratiques
et socio-économique des autres couplets. Il va bien sûr de soi que l'égalité tolère la différence des revenus ou salaires en fonction de responsabilités et de compétences réelles et vérifiables, tandis que l'utilité commune suggère que la raison d'être de chaque personne ne dépend que de ce qu'elle apporte aux autres. On peut faire du pain chez soi, mais on ne devient boulanger que si l'on en fait pour les autres, lesquels vous rémunèrent en récompense de votre utilité commune. Mais qu'en est-il donc lorsque des milliardaires, des super PDG et autres entreprises financières d'envergure mondiale sucent la sève de l'arbre national dans des disproportions techniquement et économiquement déséquilibrantes, en détournant l'argent vital dans la spéculation et l'optimisation fiscale, en déconnexion croissante avec la réalité sociale et l'équilibre sociétal, dans le sens macro-systémique de cette dernière expression? Constatons simplement, concernant ce dernier couplet, que les gilets jaunes, dans leur écrasante majorité, ne veulent pas prendre le pouvoir pour eux-mêmes et se savent parfaitement incapables d'assumer individuellement de grandes responsabilités. Il est même fort à craindre que la tentation de certains d'entrer en politique ne soit de ce point de vue qu'une erreur inopportune, probablement téléguidée. Tout ce que les gilets jaunes demandent est de pouvoir vivre décemment de leur modeste travail sans être étouffés par l'exploitation salariale, la pression fiscale directe ou indirecte, ainsi que le racket organisé des dépenses incompressibles du quotidien, afin de ne plus finir chaque mois dans l'angoisse de l'endettement ou de la privation sur l'essentiel. Sans ce droit fondamental d'exister matériellement et socialement, à quoi bon voter pour se voir en plus trompé par un système électoral foncièrement malhonnête et injuste, au point de n'être plus du tout représentatif? Le moins que l'on puisse dire est que la plus haute autorité n'a toujours pas compris la gravité de la situation, comme en témoignent l'insuffisance et l'inadéquation évidente de ses réponses de décembre 2018, tandis que pendant l'écriture de ce premier chapitre, le one-man show d'un grand débat national promis se transforme en campagne de promotion de thèses gouvernementales déjà inacceptables dans leur première réalisation. Les gilets jaunes, en tant que citoyens actifs ou retraités, ne demandent en réalité ni l'aumône, ni la moindre assistance qu'ils considèrent comme dégradante pour la plupart d'entre eux, mais seulement la juste rétribution de leurs efforts présents et passés et la réduction de leur part de taxes multiples, dont l'excès est d'autant plus insupportable que les plus riches fortunes y échappent majoritairement. Si ce n'est dans l'absolu, du moins ici en termes de proportionnalité. L'image de la cordée sportive est dès lors totalement inadéquate pour décrire la situation collective française, puisque ceux qui s'élèvent vers le sommet ne le font qu'en piétinant les autres, ce qui n'est pourtant pas une fatalité, comme il devrait être démontré au cours de ces réflexions. 10. Quelle issue? S'il est naturellement impossible de prévoir le futur proche de la crise actuelle, tant les aléas des grands moments de l'histoire dépendent de détails tout aussi impondérables que les caractères individuels des protagonistes impliqués, on peut tout de même résumer l'avenir à plus ou moins long terme à la façon d'un match aussi incertain que crucial, opposant clairement la résistance citoyenne française au capitalisme mondialisé, avec à la clé une équation de facto impossible à résoudre sans rupture historique et politique majeure, et dont les 4 éléments contradictoires semblent être les suivants. 1. Les gilets jaunes, tout comme la majorité des Français qui les soutiennent, réclament à juste titre l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires et des retraites, ainsi que le maintien d'un haut niveau de service public. 2. Le dit pouvoir d'achat ne peut augmenter que par une hausse très sensible des salaires et des pensions au travers d'une meilleure répartition ou mutualisation des valeurs et richesses, y compris via les impôts, les taxes et autres prélèvements obligatoires. 3. La globalisation libérale sans frontières et la dette nationale qui s'en trouve accumulée semblent a priori imposer respectivement la compression du niveau des salaires et retraites, ainsi que la réduction drastique de la dépense publique. 4. Les engagements politiques, monétaires et commerciaux de la France vis-à-vis de l'Europe et du monde, contractés par des élus non représentatifs de la majorité réelle du peuple en raison d'un système électoral pseudo-démocratique, prévalent illégitimement sur la souveraineté et l'indépendance des Français, en flagrante contradiction avec le droit de chaque peuple à disposer de sa liberté, selon sa seule préférence majoritaire et citoyenne la plus directe. Cette situation s'avérant hélas transposable à n'importe quelle population, européenne ou non, au degré de gravité près.
Autant dire que le choix se résume à un passage historique, aussi crucial que celui du Cap Horn pour un marin aguerri, entre deux options radicalement opposées pour le peuple français. Soit se fondre dans la globalisation ultralibérale imposée par des pouvoirs économiques supranationaux, en perdant donc toute la cohésion sociale et le niveau de service public qui caractérisait une nation avancée, avec pour conséquence, déjà visible, la généralisation de la précarité, le recul des libertés et le lot de violence, de délinquance et autres crises systémiques traduisant un effondrement sociétal complet. Soit reprendre en main son destin national en recouvrant dès lors autorité, souveraineté et frontières utiles pour retrouver la liberté d'une cohérence spécifique au peuple français, en ajustant, en conséquence, les obligations européennes de la France sur la base d'une approbation majoritaire, ainsi qu'en redressant les déficits et les déséquilibres accumulés après 40 années d'injustice sociale, ce qui suppose de mettre au pas les surpuissances économiques en proportion de leurs seuls excès et de changer de constitution pour instaurer une démocratie authentique, proportionnelle et référendaire, ou aussi directe et universelle que possible, à chaque niveau de gestion politique utile. Faute de quoi, il ne s'agirait alors que d'un retour en arrière sans progrès social ni démocratique. Quelle que soit son issue à long terme, le mouvement des Gilets jaunes constitue historiquement la toute première prise de conscience collective et populaire des violences et injustices socio-économiques, culturelles, politiques et pour tout dire sociétales, d'une mondialisation pervertie par l'aveuglement de priorités financières et lucratives privées face à toute autre considération, tandis que cet événement révèle à quel point les crises à répétition des économies nationales à travers le monde ne sont finalement que le mode opératoire d'une guerre économique savamment entretenue au nom du surprofit. Grâce aux Gilets jaunes, tous les Français s'invitent désormais de plein droit à la table du pouvoir, bien au-delà de la simple envie de débattre et d'être entendus. Dans la sphère politique, cela signifie qu'une réforme constitutionnelle d'envergure s'impose de toute urgence pour répondre aux besoins démocratiques d'une vraie représentation nationale strictement proportionnelle et de l'approbation référendaire périodique des citoyens. Du moins semble-t-il nécessaire, à ce stade premier de ces réflexions, d'emprunter d'abord cette direction en essayant de voir s'il est possible de concilier les attentes décrites ci-dessus avec les principes des cadres constitutionnels usuels, c'est-à-dire en maintenant le système électoral et son pouvoir fonctionnel partisan. Janvier 2019.